Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. La féminisation des instances de direction est au cœur des préoccupations du podcast Women on Board. Pour en parler aujourd'hui, notre invitée siège à divers conseils de surveillance et dirige plusieurs comités en s'impliquant dans la gouvernance de PME et ETI. Elle milite pour la féminisation des instances de direction, coprésident PWN Nice et cofondant Canopy, The Future of Governance. J'ai le plaisir de recevoir Sandrine Martin. Sandrine, merci d'être parmi nous. Merci à vous de cette invitation. Est-ce que vous pouvez reprendre votre parcours, votre carrière, et puis nous dire comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis des ETI ? Alors, je suis effectivement directrice générale adjointe d'une belle ETI, le numéro 2 en France de l'Espace Vert, qui a 1700 collaborateurs aujourd'hui, avec des ambitions à l'international. Je suis également directrice générale d'une de ses filiales, qui s'appelle Botanica. Et c'est un parcours assez particulier, puisque c'est un milieu extrêmement masculin. À peine 12% de femmes œuvrent et travaillent dans ce milieu de l'environnement. Et donc, il est important d'être fidèle et de persévérer dans une carrière au sein de ce secteur. Alors justement, 12%, c'est vraiment très peu. Comment est-ce que vous avez pu arriver en fait aussi haut dans votre carrière ? On va parler ensuite, bien sûr, de tout ce qui va toucher au board. Mais vous-même, comment est-ce que vous avez réussi à faire votre place dans ce milieu ? Alors, ce qui est sûr, c'est que seul le travail et la persévérance payent. C'est plus que des drivers. L'observation et la patience également. C'est un milieu, évidemment, où l'ego est au quotidien. Donc, il faut composer avec et amener la preuve par les résultats, par la performance et par l'envie et la passion. Alors, comment est-ce qu'on vous a proposé un poste au board ? Est-ce que vous-même, vous avez dû être très proactive pour pouvoir être intégrée dans un board au niveau indépendant ? Comment est-ce que vous avez fonctionné vis-à-vis de cette volonté, cette visibilité que vous avez dû avoir pour faire savoir que vous étiez d'accord de pouvoir prendre une place au board ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a siéger au board de sa propre société dans laquelle on dirige, et on l'est de fait parce qu'on est actionnaire ou parce que effectivement on a proposé sa candidature pour être soit au conseil d'administration, soit dans un des comités adjacents. Soit il s'agit de conseils d'administration externes, et dans ce cas-là, il faut effectivement agir, se former. Parce qu'il faut se former. Un conseil d'administration, c'est une posture différente. Quelle est la différence de posture, justement, entre le côté aux dirigeants et puis le côté board member ? Alors, le dirigeant, il est dans l'opérationnel, il est dans le résultat, il est dans la performance, il veut un accomplissement assez immédiat. Le board est là pour guider, sur du moyen voire du long terme, en posant une stratégie pour l'entreprise et pour ses actionnaires. Donc c'est intéressant de pouvoir switcher entre les deux et de prendre suffisamment de hauteur et de recul pour être à la bonne place en fonction des sujets posés. Vous parliez de formation. Quelle formation vous avez suivie ? Alors, il existe beaucoup de formations, des formations qui sont payantes, et puis beaucoup aussi d'informations. C'est vraiment intéressant de s'informer au fur et à mesure, à la fois pour connaître le secteur dans lequel on va évoluer en tant que board member, et puis en fonction également des possibilités de mouvement de conseil d'administration. Donc, l'information, c'est important. C'est important également de s'entourer de mentors, mais des mentors qui siègent eux-mêmes dans des conseils d'administration,
qui donne quelques petites ficelles que l'on trouve pas ni dans les bouquins ni dans les formations. Ça, c'est intéressant. Dans les boards, justement, que vous avez rejoints de façon indépendante, est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez fait savoir? Est-ce que c'est justement ces mentors qui vous ont coopté? Comment ça s'est passé? Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. C'est évident, il faut faire savoir. Alors, faire savoir à qui? Il faut le faire savoir à son propre entourage de dirigeants et de membres de conseil d'administration. Il faut le faire savoir par les réseaux également. Il y a des réseaux qui sont plutôt spécialisés sur les conseils d'administration. Et puis, il faut être visible, c'est-à-dire publier assez régulièrement des sujets, des articles sur notre expertise qui vont pouvoir venir amender un conseil ou en tout cas peut-être faire naître l'ambition de créer des conseils en dehors du conseil d'administration, ce qu'on appelle les comités. Donc c'est un vrai travail de proactivité pour vous? C'est un travail de proactivité, effectivement. Oui. Sans forcément savoir s'il y aura un retour sur investissement temps. Sans savoir s'il y a un retour sur investissement, c'est sûr. En tout cas, c'est évident que c'est un énorme investissement pour préparer l'accès au board. C'est de l'investissement en réseau, c'est de l'investissement en suivant des conférences, c'est de l'investissement de temps, des rencontres. Et ça se fait sur le long terme, vraiment. Et vous, au niveau carrière, vous avez su quand vous aviez vraiment envie de pouvoir intégrer des boards? Quand est-ce que vous vous êtes sentie mûre, prête à pouvoir avoir ce recul dont vous parlez? Alors moi, je siège au sein de mon board, de mes sociétés, depuis 2006. Donc c'est pour ça que je montre bien l'écart qu'il peut y avoir entre siéger au board de sa société, qu'on connaît par cœur, et celui de siéger dans des comités externes. Je me suis sentie prête à proposer ma candidature à d'autres conseils d'administration il y a quelques années, en 2021 à peu près. 2021, oui. Donc avec un certain nombre d'années d'expérience dans votre domaine. Exactement, parce que l'expérience est aussi très importante. D'ailleurs, on le voit dans les moyennes d'âge des conseils d'administration, c'est plutôt des profils assez seniors. L'expérience est importante. La légitimité de la connaissance d'un poste exécutif peut l'être aussi. Et puis, siéger pendant un moment à des boards permet aussi d'observer les postures d'autres administrateurs et de savoir comment nous, on se sent le plus à l'aise pour intégrer des conseils d'administration. Alors, les conseils d'administration que vous avez intégrés, est-ce qu'ils portaient sur des expertises très différentes de la vôtre? Comment est-ce que vous avez choisi et comment vous vous êtes dit, OK, là, je vais pouvoir donner véritablement un souffle nouveau. C'est pas du tout mon expertise, mais au contraire, je vais venir pouvoir apporter ce que vous disiez, en fait, ce pas de côté, cette espèce de vision macro qui serait attendue d'un nouveau souffle par rapport à ce qui est demandé, hein, presque une créativité. Exactement. En fait, vous parliez de créativité, mais surtout, il faut avoir envie et il faut avoir le luxe de pouvoir choisir son conseil d'administration. Alors qu'on dit conseil d'administration, mais ça peut être aussi un conseil de surveillance, un comité de suivi, hein, si on est dans une entreprise qui n'est pas cotée. Et c'est le cas aussi dans les PME et les ETI, hein, qui structurent leur gouvernance avec un organe plutôt de gouvernance non exécutive. Hein. Il faut prendre le temps de choisir pour s'assurer qu'on va avoir la passion déjà de suivre ce conseil, de vouloir travailler les dossiers en amont, puisque c'est énormément de travail avant. C'est combien d'heures de travail? Alors, en général, si tout se passe bien, on a les documents une semaine avant. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Et on peut pas le faire. Enfin, on peut pas étudier les documents en une seule fois. Il faut passer plusieurs fois sur les reportings financiers, les questions stratégiques. Et parfois, il faut aussi prendre le temps d'aller demander conseil à un expert sur la matière, tout en gardant la confidentialité du sujet, bien sûr, pour pouvoir être sûr d'être suffisamment perspicace le jour du conseil. Donc, ça se compte en heures cumulées, probablement presque 2 jours, vous voyez, 2 jours au moins.
par board. 2 jours par board, ouais. Et je compte pas le déplacement, etc. Mais les déjeuners, les dîners, c'est important c'est important parce que il y a le conseil dans sa salle à huis clos, et puis il y a ce qui se passe aussi en dehors du conseil. Et le conseil c'est de l'entre-soi. Il y a des choses qui sont un peu discutées avant, bien avant aussi, voilà, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être un peu plus longs et un peu plus compliqués et dont on a besoin de discuter à bâton rompu avant le conseil qui, lui, va acter d'une décision prise. Alors, si on revient sur l'entretien, pour pouvoir être sélectionné et intégré à un board, qu'est-ce qu'on nous pose comme question dans cet entretien ? Est-ce qu'on est scruté, on regarde le non-verbal, le verbal ? Bien sûr, on va dire l'expertise n'est plus une question, mais qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se joue en entretien, entre guillemets, d'embauche d'un board ? Alors, ça demeure assez rare, les entretiens d'embauche d'un board, puisque ça se passe pas de cette façon-là. C'est comme les entretiens d'embauche d'un Premier ministre, c'est ça ? Ça se passe pas vraiment de cette façon-là. Mais évidemment, il y a des rencontres au préalable. Il y a l'approche avec le président du conseil. Qu'est-ce qu'il pose comme question un président de conseil ? Le président du conseil, il va poser beaucoup de questions sur la vie exécutive qu'a eu l'administrateur, pour savoir si effectivement il y a la dimension attendue, si c'est une dimension internationale, si c'est une dimension d'expertise, etc. Et beaucoup sur la vision et l'avenir, en fait. L'administrateur doit avoir cette capacité de voir loin, de voir grand pour l'entreprise et d'amener un souffle pour les équipes dirigeantes. Est-ce qu'on demande aussi un réseau particulier ? On le devine. D'accord. On le demande pas, on le devine. Qu'on est choisi pour expertise, prise de hauteur avec vision long terme, et aussi pour un réseau. En tout cas, la personne ne vous a pas choisi par hasard par rapport à ce que vous pouvez apporter dans le board. Le réseau est important. Alors, effectivement, c'est important pour le réseau que la personne va amener. Et n'oublions pas que si elle est arrivée aussi à cette discussion ou cet entretien, c'est qu'elle est arrivée aussi par le réseau. Mmh. Donc, il y a un croisement de réseau qui doit normalement servir le bien de l'entreprise. Vous avez été plusieurs fois seule femme dans un board ? Oui. À chaque fois. Comment ça se passe ? On vous a jamais fait, alors dans mon entretien d'embauche imaginaire, on vous a jamais fait savoir qu'on vous prenait parce que vous étiez une femme ? Non. Au moins, il y a eu de la délicatesse et de la politesse dans les échanges. Exactement. Comment on fait en termes d'intégration quand on est la seule femme dans un board pour pouvoir se faire accepter ? Est-ce qu'on doit materner ? Est-ce qu'on doit accepter de ne pas parler pendant un certain temps ? Quels sont, si on devait dire, les secrets d'intégration d'une femme dans un board, quels seraient-ils ? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est un environnement, comme je le disais, à huis clos, très fermé. Avec une moyenne d'âge, vous disiez, quand même assez... Voilà, où les règles de politesse sont parfois un petit peu désordonnées. Voilà. D'accord. Donc, les premiers conseils, le premier conseil d'administration sont souvent assez difficiles parce qu'il y a un jeu aussi qui se crée entre les genres. L'homme observe la femme et inversement. Donc, il y a certainement plusieurs séances d'appropriation du conseil, vous voyez, qui est peut-être plus simple entre hommes. Ensuite... Est-ce que les codes sont très masculins en termes de relations ? Les codes sont masculins, oui. Les codes sont très masculins. Enfin, les codes sont masculins. Quand on dit code masculin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire parler fort pour se faire entendre, éventuellement interrompre pour pouvoir prendre une certaine... Oui, voilà, exactement. Si on a un président de conseil d'administration qui joue parfaitement bien son rôle, qui donne la parole, qui répartit le temps, qui fait en sorte de distribuer les sujets comme c'est prévu, ça se passe très très bien. Si effectivement on a
un peu de désordre et de gens qui sont un peu plus bavards que d'autres, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Une anecdote, alors sans dire de nom, mais une anecdote sur justement une séance où ça a été un peu compliqué. Est-ce que vous avez un moment auquel vous pensez, dans un board, où vous avez pensé quand même que c'était quand même assez compliqué? Oui, c'est compliqué quand on revient sur des sujets très opérationnels et que les fortes voix se font entendre parce que c'est le moment de pouvoir prouver qu'il y a du résultat et une réalisation concrète. C'est le moment où on a un petit pas qui dérape vers de l'exécutif et que ça demeure, que c'est plus du conseil d'administration, voilà. Et là, on a parfois même une voix féminine est beaucoup trop douce pour rétablir le sujet. Voilà. Donc, justement, une voix féminine, elle s'intègre comment ? Elle s'intègre en décalant, en fait, en tournant cette fois la langue dans la bouche et en décalant une réaction à un certain moment lorsque vous savez que les gens sont en capacité de vous écouter, aller voir des personnes en individuel avant un board. Comment est-ce que, justement, l'intégration peut se faire ? Déjà, de ne pas jouer ce même jeu que de couper la parole ou de forcer la voix, c'est inutile. Attirer l'attention du président du conseil pour que effectivement il sente qu'il y a un sujet qui doit être abordé par cette voix féminine. Pendant la séance ou avant ? Pendant la séance. Ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est de toujours observer et être dans le regard du président du conseil pour que absolument la voix puisse être prise. Et ensuite, c'est de prendre la répartie au moment le plus opportun, quand la voix descend un peu, la voix masculine très forte descend un peu, ou que la ponctuation permette de placer quelque chose. Donc s'insérer sur la bretelle d'autoroute. Exactement. Quand il y a moins de trafic. Exactement. En tout cas, ne jamais le faire avec agressivité, parce qu'en fait, ça fera l'effet inverse. Et alors qu'est-ce qu'on se dit à ces moments pour essayer de se calmer, que on essaye de penser justement à cette vision long terme, que ça ira mieux à la prochaine séance? Comment est-ce qu'on se blinde psychologiquement pour essayer de tenir dans des moments un peu musclés? S'il s'agit d'un sujet qu'on doit porter, que la femme doit porter et qu'il n'a pas été suffisamment entendu et écouté, on le remet à l'ordre du jour du prochain board. Voilà, c'est une façon de le mettre en première ligne du prochain board. Et ainsi avoir l'attention de tous puisqu'ils l'auront préparé avant le board. Ensuite, si les conditions n'étaient pas réunies pour parler, encore une fois, il ne faut pas le faire ni dans la colère ni dans l'agressivité. Il faut revenir. C'est la persévérance qui marche. Donc ça veut dire qu'émotionnellement parlant, il faut quand même être très équilibré pour pouvoir intégrer un board. Surtout pour une femme. Oui. Non, il faut vraiment être forte. En fait, il faut être forte. Il faut être forte, il faut être authentique. Il y a des femmes qui aiment la bataille, il y a des femmes qui aiment quand c'est sportif. Il faut juste savoir dans quel environnement on se sent le plus à l'aise. Mais ça se pressent aussi lors de l'entretien de candidature ou la discussion pour accéder au board. On devine déjà si cette ambiance va nous convenir. On devine si notre rôle aura de l'impact ou pas. On devine si les intérêts du conseil sont des intérêts de court terme, des intérêts individuels ou au contraire un intérêt pour l'entreprise et son avenir durable. Alors comment on le devine ? Est-ce qu'il y a des petites phrases que vous pouvez nous mentionner, qui seraient des signaux comme ça, attention, qui voudraient dire attention, c'est que du quota, ou alors attention, il y aura aucune place pour une voix féminine. Comment on le sent ? Parce que c'est pas si facile que ça, surtout si on ne connaît pas le board dans lequel on souhaite s'intégrer. Mais on pose la question à l'inverse. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que vous attendez de ma présence dans ce conseil d'administration ? Comme ça, on mêle le président de conseil un peu en exercice inverse. Et puis
Et puis on observe, on scrute un peu l'équipe dirigeante, les actionnaires, leurs ambitions, la communication autour de l'entreprise et de sa marque. Voilà, il y a quand même des signaux assez importants qui peuvent indiquer s'il s'agit d'un quota ou s'il s'agit d'une incarnation profonde de diversité et de mixité. Donc on va dire, c'est un entretien réciproque. Exactement. Mais ça doit l'être, parce qu'un conseil d'administration, c'est une équipe. C'est une équipe qui, normalement, doit supporter, doit accompagner, doit soutenir la croissance de l'entreprise. Et l'entreprise, c'est un bien commun. On est là pour servir cette entreprise et la mener à bien. Alors, ça me permet justement de citer Dominique Podesta, grâce à qui nous nous sommes rencontrés et qui a rédigé ce livre blanc Égalité et Mixité dans le cadre de ce groupe Ambition Dirigeante avec l'équipe chez Louis Dupont. Dans justement cet ouvrage, dans ce guide qu'elle a rédigé, elle met vraiment l'accent sur cette idée de réciprocité qu'il doit y avoir aussi vis-à-vis des femmes qui choisissent les boards et les boards qui choisissent les femmes. Vous avez dit non à plusieurs boards ? J'ai pas dit non, mais je les ai pas contactés, je les ai pas sollicités en fait. Vous voyez ? Donc vous n'avez pas été jusqu'à rencontrer un président et puis après avoir scruté vous dire finalement c'est pas pour moi. Non, parce que je vais pas lui faire perdre du temps et je perds pas le mien non plus. Vous voyez ? Donc vous avez réussi à avoir toute l'information nécessaire, c'est ce que vous nous disiez, information, pour ne pas vous aventurer là où Exactement. ce serait pas quelque chose qui serait intéressant pour vous. C'est tout l'importance de l'administrateur indépendant aussi. C'est d'être indépendant, de ne pas avoir de parti pris et de pouvoir avoir encore une fois le luxe de pouvoir choisir là où il va le mieux œuvrer pour l'avenir de l'entreprise ou de l'organisation. Parlons assurance. Est-ce que vous avez choisi, selon certains conseils d'administration, une assurance supplémentaire par rapport au risque que vous preniez de faire partie d'un board ? Alors il existe des protections comme la protection des dirigeants aussi. Normalement, c'est à l'entreprise de s'en soucier. C'est important de demander effectivement toutes les conditions réunies et ça va de l'assurance jusqu'à la rémunération aussi des conseils et des conseils supplémentaires qui pourraient être menés aussi tout au long de l'année, quoi. Donc c'est un contrat réel qui doit être conclu avec le conseil d'administration. Est-ce que vous auriez aujourd'hui une recommandation un petit peu plus poussée pour les femmes qui souhaitent entrer au board et puis pour les hommes, pour faire en sorte de faire la place qu'ils doivent faire, on connaît les nouvelles réglementations, aux femmes dans toutes ces instances dirigeantes ? Alors, un conseil aux femmes, c'est de ne pas être timide. De se former, de s'informer, de s'entourer de gens qui vont leur permettre d'accéder au board, de prendre cette mission comme une mission supplémentaire, donc de ne pas être timide. De réseauter évidemment, de construire des liens très forts avec une confiance très 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 importante. Comme je le disais tout à l'heure, un board ça se trouve pas en quelques mois et la réputation et l'image elle est très importante. Ensuite, j'ai plutôt tendance à vouloir appuyer aujourd'hui sur le rôle des hommes. Puisque en fait il y a un certain nombre d'hommes qui sont très investis aussi pour la mixité, pour que les conseils d'administration soient équilibrés, etc. Et puis d'autres qui sont convaincus, mais qui sont encore un peu timides pour le provoquer ou pour l'imposer. Donc c'est à eux aussi, il faut les encourager à permettre cette mixité, quoi. Alors il paraîtrait qu'il existe aussi des formations pour les hommes, pour pouvoir accepter de faire la place. Vous, parmi les présidents que vous avez rencontrés, est-ce que vous avez senti un réel besoin, vous parliez d'authenticité, une vraie volonté de pouvoir aller vers la parité, ou alors, comme vous étiez la seule parmi tous les intervenants au niveau du board, ou alors on allait un peu à reculons?
Alors j'ai connu des présidents extrêmement visionnaires, très ouverts, où c'était absolument pas le sujet en fait. C'était pas du tout le sujet, il y avait aucun problème sur ces sujets de féminisation, et d'autres beaucoup plus fermés. Donc il faut la formation, c'est peut-être pas la meilleure chose, parce qu'on va parler de formation, on va parler d'évaluation aussi des conseils. De plus en plus, il faut qu'ils soient évalués. Parler de sanctions aussi. En tout cas, il y a les quotas. Donc quelque part, il y a une obligation et une sanction. Et puis pour l'image de l'entreprise, c'est toujours, en tout cas, si c'est pas une sanction, c'est toujours un point fort que de pouvoir présenter une gouvernance équilibrée. C'est long. C'est très très long. Ça avance. Néanmoins, j'avoue vraiment, pour le vivre dans plusieurs conseils, c'est encore très très difficile. On va pas faire d'études sociologiques sur le sujet, mais il y a une régression déjà sur les sujets d'égalité, et puis un problème de fond sur la place, en fait, le challenge, la compétition, le rapport au pouvoir. Voilà, c'est encore très difficile. Cette crainte d'arrivée d'une femme dans un conseil, c'est absolument incroyable, quoi. Et puis pour les femmes, il y en a beaucoup aussi qui vont à reculons en se disant, mais finalement, tout ça pour ça. Une fois qu'on est dans un board, le rapport, vous le disiez, au niveau investissement-temps est quand même assez conséquent, et donc du coup peut mettre en péril un équilibre vie pro, vie perso. Oui, exactement. Et le conseil d'administration, à la différence des COMEX, où déjà les femmes peuvent aussi s'épanouir, les CODIR, les COMEX, ils sont plus opérationnels, c'est qu'il y a cette frustration aussi, c'est-à-dire que le conseil d'administration n'a pas pour vocation d'agir, il a pour vocation d'influencer, d'insuffler une stratégie, de surveiller, mais pas d'agir. Donc la femme aime aussi l'accomplissement. Et les résultats. Et les résultats, qui la confortent en fait, puisqu'on est dans une relation de... Côté bon élève. Voilà, exactement. Donc, il y a peut-être aussi, pour celles qui souhaitent accéder au conseil d'administration, une phase intermédiaire de COMEX externe. Ça se déploie de plus en plus, et notamment dans les ETI, qui structurent leur gouvernance et qui créent des COMEX externes avec des experts, avec des board members, pour justement être un peu entre les deux et d'avoir du résultat assez concret et un impact, et de voir qu'il y a un impact. Est-ce que vous diriez que finalement le conseil d'administration, c'est le lieu du politique, et que du coup c'est aussi ce qui peut freiner les femmes? C'est le lieu du politique, oui, c'est le lieu du politique. Ça dépend des grandeurs d'entreprise, ça dépend si effectivement on n'a qu'un conseil d'administration ou si on a des comités aussi annexes, les comités des risques, rémunération, comités ESG, etc., qui peuvent aussi être source pour enrichir en fait le conseil d'administration. Mais ça reste effectivement un lieu forcément très politique. Il y a des intérêts financiers importants, il y a des intérêts de l'entreprise, de tout son environnement et son écosystème. Donc c'est plus politique qu'opérationnel, évidemment. Donc c'est le lieu du politique, le lieu de l'influence. Et c'est vrai que pour les femmes, c'est aussi accepter de pouvoir jouer le jeu du politique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez accepté de jouer le rôle du politique? Et est-ce que vous avez une petite stratégie à nous partager par rapport à la façon que vous avez de faire avancer vos idées? Alors on l'a compris, quand il y a un point sur lequel vous travaillez qui n'est pas complètement... posé lors d'une séance, vous le reposez la séance suivante, donc on sent qu'on a quand même une capacité de force tranquille qui est là. Mais à part ça, est-ce que vous avez, je sais pas, des petites phrases qui vont mettre les personnes à l'aise? Est-ce que vous avez une capacité de pouvoir prendre à part certaines personnes pour pouvoir justement les influencer par rapport à la direction que vous voudriez proposer? Quel serait un partage de trucs et astuces que vous pourriez nous donner?
Effectivement, oui, c'est un peu la force tranquille en fait. Moi, c'est comme ça que c'est comme ça que j'évolue, parce que je trouve que c'est en amenant des choses très concrètes et sur le long terme qu'on construit quelque chose de solide. Des anecdotes, voilà, tout simplement. Je pense que nous, les femmes, on est beaucoup plus observatrices, donc on va être en mesure de complimenter sur quelque chose qui n'aurait été pas vu par d'autres, et puis d'amener son sujet de façon élégante, diplomate, à un moment où peut-être que l'actualité le permet. Enfin voilà, de sentir en fait le bon moment pour amener les choses qui sont les plus importantes pour l'entreprise. Et sans jamais oublier ce qui est important pour l'entreprise. Voilà, là c'est vraiment le côté du bien commun, le côté de l'importance de l'intelligence collective. Oui, exactement. Le conseil d'administration, et quand on siège à un conseil d'administration, il faut jamais perdre ça de vue. C'est-à-dire qu'on est au service de l'entreprise, de ses parties prenantes, et on doit prendre les bonnes décisions pour que l'ensemble de cet environnement puisse être globalement performant et surtout durable. Et aujourd'hui, avec les enjeux sociaux, sociétaux, climatiques, les intérêts individuels de court terme autour d'un conseil, ça n'a pas vraiment sa place en fait. Voilà. Et c'est important, c'est pour ça que je reviens toujours sur des sujets qui sont plus profonds et avec plus de patience, parce que c'est ce qui compte, vraiment. Sandrine Martin, merci d'avoir été parmi nous dans ce podcast Women on Board. Une dernière question, sur quoi vous ne négociez pas quand vous êtes dans un board ? Je négocie pas sur les sujets et l'ordre du jour. Si un ordre du jour a été préparé, il doit être tenu et il doit être complètement balayé. Suivi, balayé et adopté. Adopté avec un plan d'action qui doit aussi être remis aux dirigeants pour qu'ils soient en mesure d'arriver lors du prochain conseil avec un avancement. D'une certaine manière, c'est une façon de respecter le collectif. C'est une façon de respecter le collectif, c'est une façon de produire une feuille de route, et c'est une façon aussi de respecter l'ensemble des collaborateurs pour prouver l'avancement des décisions qui peuvent être prises au plus haut de la gouvernance de l'entreprise. Malgré le temps long. Malgré le temps long, il est essentiel le temps long. Vous pensez en fait que pour la capacité de maturation justement de ces points, le temps long est tout le temps nécessaire ? Évidemment qu'il y a des décisions stratégiques qu'il faut prendre plus rapidement. Mais le fait de mettre une chronologie un peu plus longue, ça permet aussi parfois d'avoir des mouvements de siège qui remettent un petit peu le débat à un autre niveau. On a des projets qui durent au-delà de 3 ans. Si le conseil ou la composition du conseil est votée pour 3 ans, ça permet d'avoir des experts, des nouvelles personnes qui puissent intégrer ces projets. Un ordre du jour ou un point dans un ordre du jour, ça peut mettre combien de temps avant de voir en fait des résultats arriver, une fois que ça a été acté ? À partir du moment où un point est mis à l'ordre du jour et qu'on a passé du temps à le discuter, le conseil suivant, généralement le trimestre suivant, il doit être abordé avec déjà un début de résultat ou un début d'action, évidemment. Le temps long, il n'est pas pour prendre son temps, il est là pour voir loin. C'est la différence. On a le temps. On n'a pas le temps de faire, mais on prend le temps de voir loin. Très important. Un dernier mot peut-être, Sandrine, qui sera notre point final de ce podcast Women on Board. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous auriez aimé nous dire par rapport à ce temps long que vous voyez avec une perspective d'égalité, de parité dans les boards ? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir nous laisser comme pensée sur le chemin que nous avons encore à parcourir pour faire en sorte que les femmes soient plus présentes dans les boards?
Il faut moderniser la gouvernance. Il faut structurer la gouvernance dans les entreprises qui ne le sont pas encore. On structure plus facilement des équipes opérationnelles, exécutives ou des centres de recherche. Un peu moins la gouvernance. C'est important de la structurer, de la moderniser, qu'elle conserve l'authenticité et l'ADN de l'entreprise en tant que telle. Et puis absolument de répondre à tous ces défis du moment, puisqu'on est à un moment de pivot pour les entreprises aujourd'hui. Les défis climatiques, mais aussi l'intelligence artificielle, les sujets géopolitiques, économiques. C'est important qu'elles soient modernes, agiles, et qu'elles soient en complète cohérence avec la société actuelle. Sandrine Martin, merci d'avoir été parmi nous pour ce podcast Women on Board. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbafrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.